Alors donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la transition écologique et sociale. Alors c'est un terme qui fait maintenant à peu près consensus et c'est absolument génial parce que c'est utilisé et approprié aussi bien par les entreprises du CAC 40 que par les ONG et les altermondialistes. Donc au-delà de ce terme un peu valise, en fait ce qu'on voudrait un peu explorer aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce que ça recouvre exactement, quels sont les différents positionnements par rapport à cette question de la transition versus d'ailleurs transformation, à la fois en termes d'analyse des causes et donc des politiques qu'il faudrait mener en conséquence pour mettre en œuvre cette transition. Alors, juste en introduction, un tout petit point sur le lien entre précarité sociale et environnementale. Ce qu'on peut dire, et on le partage tous, donc je ne serai pas longue, c'est que le diagnostic et les enjeux sur les sujets à la fois sociaux et environnementaux convergent pour dessiner quand même un modèle qui est un peu à bout de souffle. Quelques petits chiffres qui sont toujours sympas à se rappeler, il faut les avoir toujours en tête parce qu'ils sont vraiment parlants. Aujourd'hui, 1% sur la planète, 1% des plus riches possèdent 50% des richesses de la planète. On a une bonne nouvelle, c'est que depuis la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures et que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté et que dans le monde, un enfant meurt toutes les 9 secondes de la faim et qu'en France, et ça vous le savez j'imagine tous, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est absolument inimaginable. Sur le plan climatique, bon bah là je ne m'étendrai pas, et puis il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi, on a tous lu ou parcouru ou entendu parler du dernier rapport du GIEC qui dit que si on ne prend pas des mesures drastiques pour réduire de 45% nos gaz à effet de serre, on n'arrivera pas à atteindre l'objectif de maintien en dessous des 2%. Et que les changements que l'on doit mener pour ça, et on en arrive à notre sujet, sont bien plus que des changements individuels, mais bien évidemment, il faut des changements structurels, des changements politiques très importants. Et là, on arrive à la question de la transition. Alors, le lien entre précarité sociale et précarité environnementale, il est évidemment également assez clair, puisque c'est un peu la double peine, hein. Les 10% les plus riches sont responsables de plus de la moitié des émissions de CO2 mondiales, mais ce sont pourtant les plus pauvres qui, eux, émettent moins de 10% des émissions, qui en sont les premières victimes, et les pays les plus pauvres et les personnes les plus pauvres, évidemment. Donc ça, on le sait également bien. Donc, du coup, tout ça, ça dit quoi? Ça dit que, globalement, on est bien face à une crise systémique, on est bien face à un modèle qui est arrivé à son terme, et que c'est ce modèle libéral et productiviste, fondé sur la notion de progrès, entendu évidemment comme la croissance, et donc la croissance du PIB et la croissance de l'exploitation de la planète et des êtres humains, qui est responsable de cette situation. Bon, je pense qu'on partage tous un peu ici ce constat, mais c'est bien on peut en débattre d'ailleurs, et c'est bien d'en reparler. Alors, rapidement, avant de passer la parole aux intervenants, par rapport à la question de la transition écologique et sociale, il y a un peu, c'est donc je le disais, un terme assez valise, il y a plusieurs positionnements. Donc on va passer très rapidement le spectre en revue. On a en gros les tenants de la croissance verte. Donc ça, c'est un petit peu les gens qui disent que il faut que le système évolue, mais globalement, on ne remet pas en cause le modèle de la croissance, de la modernité, de la technologie. Simplement, et au contraire, même les technologies et l'évolution des technologies vont nous permettre de résoudre un certain nombre de questions. Mais ce modèle fondé sur la croissance n'est pas remis en question, de même que n'est pas remis en question le modèle global concernant la répartition des richesses et la lutte contre les inégalités. À l'autre bout du spectre, on a les partisans de la décroissance drastique. Des gens comme Yves Cochet qui considèrent qu'il faut faire péter le système existant, démanteler la société industrielle, y compris violemment, et construire une société de la résilience, une société du local, une société de la low-tech. Et puis, entre les deux, et j'ose dire que Emmaüs se situe à peu près là, on a un certain nombre d'ONG qui sont partisans effectivement d'une transition assez radicale quand même, avec une modification également de la répartition des richesses, des modes de production et de consommation, mais sans aller jusqu'à, je dirais, l'anarchie un peu proposée par les décroissants ultimes. Voilà un petit peu l'introduction. Donc, ce qui va être intéressant d'explorer aussi, c'est justement quels sont les positionnements par rapport à ça, et surtout, parce qu'il faut regarder vers demain et être optimiste, quelles sont les solutions, quelles sont les pistes d'action, et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec Élise Nacarato, qui est responsable de campagne climat et sécurité alimentaire à Oxfam France. Alors, d'abord, Élise, je te demanderais peut-être de présenter très rapidement Oxfam, parce que
Je pense que tout le monde connaît le nom, mais finalement, c'est un peu comme Emmaüs. Je ne suis pas sûre que si on demandait à l'ensemble des participants qu'est-ce que fait exactement Oxfam et qu'est-ce qu'est exactement Oxfam, on sache tous répondre. Donc, petite présentation rapide d'Oxfam. Alors, Oxfam, c'est une ONG de solidarité internationale qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale au niveau international et depuis les années 70 en France, et qui lutte contre les inégalités et la pauvreté partout dans le monde. On en perd à peu près 90 pays dans le monde. Et je m'arrête là, on fait... Non, tu peux un petit peu. Ok, d'accord. Les principes de base de l'organisation. Ouais, donc à la base, Oxfam lutte contre la pauvreté et les inégalités avec des opérations sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, ça peut être dans n'importe quel pays du monde, y compris en Europe. Notamment tout ce qui est aide aux populations. On intervient beaucoup dans des camps pour tout ce qui est assainissement, accès à l'eau, mais aussi pour aider les populations locales à mieux vivre. Et on est un peu comme Emmaüs, venu plus récemment, on va dire depuis 10-15 ans, sur les questions écologiques, parce que justement, sur ce constat de se dire, en fait, si on veut lutter contre les inégalités, contre la pauvreté, en fait, le changement climatique, au début, on était très focus changement climatique. Maintenant, on a une vision un peu plus large sur les questions de biodiversité, de limites planétaires plus globalement. En fait, ça, c'est un des facteurs majeurs d'inégalité qui est en train, en plus, d'exploser, comme beaucoup d'autres facteurs d'inégalité. Donc, on ne peut pas traiter la question des inégalités sans aller sur les questions de changement climatique. Et très concrètement, donc on opère avec des associations, avec des communautés locales pour créer des projets, aider les populations dans des projets, mais on fait aussi pas mal de plaidoyers et de campagnes, parce qu'un des principes d'action, c'est de se dire on ne peut pas juste régler un problème une fois qu'il est là, mais il faut agir sur les causes structurelles du problème, les causes systémiques, et entre autres, les structures de pouvoir économique qui font qu'aujourd'hui, il y a des inégalités qui ne font malheureusement que s'aggraver partout dans le monde. Oui, alors ça c'est assez intéressant par rapport à Emmaüs, parce qu'on retrouve en fait des principes communs entre les deux organisations, mais moi c'est un peu en préparant cette table ronde que je l'ai découvert quand même. C'est-à-dire effectivement la question de dire on ne fait pas que agir pour aider les personnes en précarité, mais on va aller lutter contre les causes de cette précarité, et pour lutter contre ces causes, il faut aussi les comprendre. Donc il y a tout un travail d'études, d'analyse, de production, de rapports et d'outils qui sont extrêmement intéressants et maintenant qui ont une bonne légitimité, une bonne notoriété. Donc voilà, lutter contre la misère, mais aussi contre ses causes, et pour ça, comprendre, analyser, et puis ce que vous appelez le pouvoir citoyen, je crois, ou le pouvoir d'agir, c'est-à-dire vraiment l'idée de dire qu'on n'agit pas pour les personnes, mais on agit avec les personnes. Bon, maintenant, c'est quelque chose qui est assez classique, mais chez vous, c'est vraiment dans votre ADN, je crois. Oui, c'est vraiment dans l'ADN depuis le début du mouvement, qui s'est constitué un peu en opposition avec des ONG un peu plus humanitaires, où c'était vraiment l'idée je vais aider quelqu'un, alors qu'à l'époque, donc dans les années 50-60, c'était assez révolutionnaire de dire non, en fait, on ne va pas aller aider quelqu'un, mais on va travailler avec les personnes pour savoir de quoi ces personnes ont besoin. Et par exemple, en France, on fait surtout de la campagne et du plaidoyer pour changer les structures au niveau français et aussi au niveau européen, donc influencer les structures de pouvoir pour réduire les inégalités, et notamment sur les questions de changement climatique. Alors justement, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos campagnes et de votre action de plaidoyer, alors je ne sais plus, 4-5 grandes thématiques que vous avez aujourd'hui? On travaille principalement sur tout ce qui est justice fiscale. Alors c'est un sujet qui n'est pas hyper sexy, mais en fait qui est vraiment fondamental pour réduire les inégalités. Justice sociale, justice fiscale, migration, humanitaire et climat, agriculture, alimentation. Donc moi, je travaille particulièrement sur toute cette question climat, agriculture, alimentation, qui concerne aussi l'énergie, qui concerne aussi, par exemple, tout ce qui est banque et climat. On est assez pionniers en Europe sur ces questions-là. Comment est-ce que le système bancaire influe, a des impacts sur le climat? Je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est passionnant et je pourrais en parler une heure, mais voilà, on va vraiment produire en gros des rapports, produire de la connaissance pour ensuite aller faire du plaidoyer, faire de la campagne et changer, influencer sur les structures de pouvoir qui peuvent agir.
Tout à fait. Donc je vous incite à aller sur le site d'Oxfam qui est vachement bien fait, où effectivement sur chacun des sujets on peut fouiller. Il y a vraiment je peux dire aux personnes de la com, elles sont contentes. Ouais, non, il est super bien fait. Alors du coup, par rapport à cette question du plaidoyer et de la mobilisation, j'ai envie de te poser une question qui est celle qu'on se pose nous tous, c'est-à-dire que, en gros, comme disait, enfin bon, je ne dirais pas qui, mais la maison brûle et on regarde ailleurs et on a du mal à mobiliser. Donc dans cette période où les enjeux sur le plan social et climatique et environnemental sont énormes, on voit bien que aussi bien au niveau des citoyens qu'au niveau des politiques, et les deux sont évidemment liés, on a quand même beaucoup de difficultés à faire bouger les choses. Vous avez été à l'origine d'un truc extraordinaire qui était l'affaire du siècle, qui était quand même... Donc, tu peux rappeler peut-être 2 secondes ce que c'est que l'affaire du siècle. C'est en fait, c'est 4 organisations, 4 ONG qui attaquent en justice l'État pour inaction climatique, avec l'appui de 2 500 000 citoyens. Ce qu'on demandait en fait à l'État français, c'est de respecter les engagements qu'il a lui-même pris, donc de respecter la trajectoire climatique sur laquelle il s'est engagé. Et donc l'État a été condamné 2 fois en 2021. Bon, c'est une procédure judiciaire, donc c'est assez long, et j'avoue c'est assez frustrant parce qu'il y a des prochaines échéances, l'État va faire appel, etc. Et donc ça va mettre un peu de temps à aboutir, mais en tout cas c'était une première en France et dans le monde. Et aujourd'hui on travaille avec beaucoup d'autres ONG dans d'autres pays qui veulent faire la même chose pour pouvoir agir sur un nouveau levier d'action par rapport à l'État. Donc c'est à la fois la mobilisation citoyenne et l'action judiciaire qui sont 2 vecteurs importants et sur lesquels nous aussi nous réfléchissons à Emmaüs. Mais alors cependant, ce qui est un peu étonnant, c'est que cette histoire a été quand même complètement dingue. C'est-à-dire 2,5 millions de signataires, c'est absolument gigantesque. L'État qui est condamné, c'est un truc incroyable. Mais malgré ça, on a quand même le sentiment que le soufflet est un peu retombé et que cette mobilisation des citoyens d'un côté et des politiques de l'autre, on voit bien la politique environnementale qui a été menée par le précédent gouvernement, ne sont pas à la hauteur. Comment est-ce que vous expliquez ça, ou comment vous avez envie de faire encore bouger les choses ? C'est sûr, je ne vais pas dire l'inverse, et que la politique actuelle n'est pas à la hauteur. Et ce n'est pas moi, personnellement, Élise d'Oxfam, qui le dit, c'est à peu près tout le monde, même des institutions plutôt tranquilles, pas très rebelles, qui récemment publient des rapports, publient des analyses, publient des missions qui disent... l'État français, mais globalement, les institutions de pouvoir, les institutions politiques, que ce soit en France, en Europe ou au niveau international, ne prennent pas la mesure des choses, parce qu'il faut rappeler de quoi on parle. Quand on parle, par exemple, de lutter contre le changement climatique, c'est quoi ? C'est effectivement, des fois on parle de gestes individuels, etc., mais en fait, le seul horizon, c'est de réduire à 0 nos émissions de gaz à effet de serre, donc qui sont produits par notre mode de production et de consommation, notamment via la combustion de gaz et de pétrole et de charbon. Et donc, il faut changer nos modes de production et de consommation. Donc, quand je dis ça, c'est révolutionnaire, au sens, c'est vraiment changer la vie des gens, la vie des entreprises, la vie des États. Donc, si on veut adresser cette question-là, eh ben, effectivement, il faut s'adresser pas que aux individus, mais aussi à tous les acteurs, la société civile, les entreprises et les États. Et donc, c'est pour ça que nous, on a utilisé le levier juridique avec l'affaire du siècle, mais qui vient en complément d'autres leviers, la mobilisation citoyenne, la diffusion de connaissances. Effectivement, il y a un gros déficit de connaissances. On l'a vu là encore récemment avec... juste la semaine dernière avec la nouvelle Assemblée nationale, avec des scientifiques du Vienne qui viennent planter une tente devant l'Assemblée pour dire, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous expliquer quand même le problème ? Moi, personnellement, ça m'a un petit peu... ça m'a rendu extrêmement triste de me dire qu'on a des sommités scientifiques qui viennent un petit peu quémander que des politiques écoutent c'est quoi le problème, sachant qu'en plus, ils viennent pas donner des leçons ou dire comment faire. Et c'est ce que dit le GIEC en général, c'est nous, on vous dit pas quelles sont les solutions qu'il faut prendre, on vous dit c'est quoi le problème et c'est quoi les options qui sont sur la table. Mais pour compléter là-dessus, ce qui est super, par contre, ce qui me donne l'espoir, c'est que, contrairement à ce qu'on entend parfois, le changement climatique, c'est pas une question technique, c'est une question sociale et c'est une question politique. Donc en fait, les réponses
on les a. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, on ne les met pas en œuvre. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il y a vraiment cet espoir de dire, voilà, les solutions techniques, on les a. Aujourd'hui, tu l'as dit rapidement, le problème, c'est avant tout un problème social et sociétal, puisque le changement climatique, la perte de biodiversité, ça impacte majoritairement les populations les plus vulnérables, qui en sont le moins responsables. Et il y a des changements majeurs qui vont arriver dans les prochaines années sur tous les pans de la vie, avec des changements sociaux majeurs. Et la question, c'est quels sont les choix collectifs qu'on fait pour avoir le moins possible de personnes qui soient exclues de ces changements. Tout à fait. Alors ça fait la transition avec les intervenants suivants, parce qu'effectivement, on va passer maintenant un peu aux solutions qui sont possibles et qu'est-ce qu'on pourrait envisager, parce qu'il y a aussi la question, encore une fois, on en a parlé hier, et moi c'est un peu un de mes dadas en ce moment, mais c'est la question du récit et de la vision. C'est-à-dire que probablement, enfin c'est bateau de dire ça, mais que la difficile mobilisation est liée aussi au fait qu'on n'a que des discours alarmistes et qui sont tout à fait pessimistes en disant si on ne fait pas ça, on va mourir. Donc c'est quand même un petit peu... pour paraphraser Fabien Roussel, donner une perspective des jours heureux. Qu'est-ce qu'on a comme perspective? Et cette transition, est-ce que ça peut être aussi quelque chose de positif et qui nous rende plus heureux et qui résout un certain nombre de problématiques? Alors, sur cette question, et particulièrement la question de l'emploi, qui est celle qui nous préoccupe beaucoup, et l'emploi pour les plus précaires, je vais interroger Chloé Ridel, de l'Institut, directrice générale adjointe de l'Institut Rousseau. Alors, comme pour Oxfam, je vais peut-être te demander, juste en 2 minutes, de présenter un peu l'Institut Rousseau, que les gens connaissent probablement pas tellement. Bien sûr. L'Institut Rousseau, c'est un laboratoire d'idées indépendant de tout parti politique, qu'on a créé il y a un peu plus de 2 ans, juste avant le Covid, et qui se donne pour objectif de réconcilier 2 choses qui ne vont pas nécessairement ensemble. D'une part, l'écologie, donc parvenir à construire une société qui n'aille pas contre la nature humaine, végétale, animale, et d'autre part, l'idéal républicain, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, dans le monde, on voit se développer une écologie autoritaire, par exemple en Chine, où les technologies de contrôle social vont être utilisées pour s'assurer que les gens obéissent bien et sont sobres dans leur consommation et dans leurs usages. Et puis on voit se développer mondialement une écologie inégalitaire. Pour le coup, c'était les Gilets jaunes, où on va matraquer fiscalement des gens qui n'ont pas d'alternative pour se déplacer que la voiture. Donc c'est l'ambition que nous nous donnons, et on essaie de... Toutes les notes qu'on publie, parce qu'on publie des notes de politique publique, hein, donc c'est un peu hard, c'est pas de la littérature, on le fait à l'aune de cet objectif. Très bien. Ben justement, il y a une note qui est très intéressante et qui est celle dont on va parler maintenant, qui est la note qui s'appelle, je n'ai plus le titre exact, mais pour la création d'1 million d'emplois verts. Donc vous développez dans cette note à la fois la question de la garantie d'emploi, droit à l'emploi. Alors tu nous expliqueras comment est-ce que ça s'illustre, et puis Antonin en parlera aussi à propos de tes aides, et l'idée qu'il est tout à fait possible de créer 1 million d'emplois autour de la problématique de la transition écologique à relativement court terme et sans impact majeur, puisqu'il y a des moyens de financement. Donc comme le disait Élise, les solutions existent, et ça c'est une solution que vous avez explorée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Garantie d'emploi, droit à l'emploi, et puis 1 million. D'accord. C'est une solution très concrète, effectivement. Le droit à l'emploi, c'est un droit dans notre pays qui existe, qui a valeur constitutionnelle, puisque ça date de 1946, où le préambule de la Constitution de 1946 disait que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas avoir le devoir de travailler et en même temps, si on ne vous fournit pas d'emploi, voilà. Donc, on part de cela. On dit que ce droit à l'emploi n'est absolument pas... abouti en France, il n'est pas exécuté, c'est une obligation de moyens et non pas de résultats. D'ailleurs, ça a été interprété par le Conseil constitutionnel, qui a dû se prononcer sur ce que ça veut dire, ce droit à l'emploi, et qui a dit c'est juste la puissance publique qui doit faire tous les efforts possibles pour que chacun ait accès à l'emploi, mais ça n'est pas un droit opposable. D'accord ? Ça vous parle, j'imagine, le droit opposable au logement. Il n'y a pas de droit opposable à l'emploi en France. Or, on constate que le chômage de longue durée en France, qui est assez élevé, et Antonin en parlera bien mieux que moi, ça concerne 40% des chômeurs. Donc c'est des personnes qui sont privées d'emploi depuis plus d'1 an. Le chômage de longue durée a été chiffré par l'ONG ATD Quart Monde. Ça nous coûte 36 milliards d'euros par an en France. Et on s'est rendu compte que, entre guillemets, pour le même prix, pour ces 36 milliards d'euros, on pourrait financer directement au SMIC
des emplois pour les personnes qui en sont privées et quitte à le faire, financer des emplois dans des secteurs qui soient utiles à la société, qui répondent à des besoins concrets. C'est ce que fait en partie donc, l'expérimentation territoire zéro chômeur en créant ad nihilo des entreprises à but d'emploi qui vont remplir des services qui n'existaient pas sur tel ou tel territoire. Et à travers la proposition de garantie à l'emploi vert, on a voulu regarder ce qui serait possible de faire pour créer des emplois qui soient utiles à la transition écologique. Parce que la transition écologique, on dit souvent que l'écologie, ça va faire perdre de l'emploi. Alors moi, je réponds qu'en fait, si on regarde, c'est plutôt le progrès technique qui a fait perdre de l'emploi depuis 200 ans, pas vraiment l'écologie. Enfin, je veux dire, c'est quand même l'automatisation qui est responsable de la plus grande perte d'emploi à travers le monde. Donc c'est une absurdité de dire que l'écologie, qui s'opposerait notamment à cette automatisation généralisée, soit la cause de la perte d'emploi. Mais bon, bref, la transition écologique fait naître de nouveaux besoins. Par exemple, en agriculture, j'ai vu que vous aviez un petit atelier de permaculture là-bas au fond. Pour sortir l'agriculture des intrants chimiques, on va avoir besoin de plus de main-d'œuvre. Si l'agriculture doit être à la fois moins consommatrice d'énergie, ok, ce serait bien, on va faire rouler les tracteurs à l'hydrogène, et moins consommatrice de pesticides parce que ça tue les sols, ça bousille les nappes phréatiques, on va avoir besoin de davantage de main-d'œuvre et de nouvelles techniques aussi d'agriculture. Et donc ça, il va falloir que des gens reviennent à l'activité agricole qui a été complètement stigmatisée depuis les années 60, à raison, parce qu'avant, quand la France était un pays de paysans, être paysan, c'était hyper stigmatisant, t'avais raté ta vie quand tu étais paysan, et puis le métier est dur, c'est vrai. Et je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on revienne là-dessus, sur cette stigmatisation du métier d'agriculteur. On voit que ça frémit, on voit qu'il y a des gens qui sont en rupture de banc, nos jeunes à AgroParisTech qui se disent allez, je vais aller m'installer en maraîchage, etc. Mais c'est le fait d'une élite. Il n'y a pas de mouvement d'exode, de retour à la terre en France, c'est pas vrai. Mais il va falloir se poser cette question, ça va être nécessaire. Donc c'est pas simplement créer des emplois qui sont un peu mieux payés, mais c'est aussi travailler sur les imaginaires, l'imaginaire du travail de la terre qui a beaucoup souffert. Donc voilà, cette proposition de garantie d'emploi, on a cherché. Et c'est 1 million d'emplois verts. On a cherché dans des secteurs d'activité, donc l'agriculture, le secteur du réemploi, la réparation d'objets. Il y a plein de choses. Des gens aussi qui vont entretenir des forêts, des espaces naturels, des gardes forestiers. Juste 2 secondes. Vous avez chiffré ça d'une façon un peu scientifique ou pour dire, bon, effectivement, 1 million, c'est tout à fait possible et crédible? 1 million, c'était plutôt une forme de slogan. En réalité, il y a besoin beaucoup plus d'emplois que ça. Le vivier d'emploi, il est bien supérieur à cela. 1 million, c'était une forme de slogan parce qu'il fallait aussi animer le débat public sur cette question. Mais on a listé un certain nombre de secteurs, entre guillemets, de la transition écologique qui avaient besoin d'emploi. Des gens qui vont travailler le lin, je sais pas, pour faire des habits autrement qu'en matière synthétique. Enfin, il y a plein d'exemples. Et donc, on a réfléchi à comment la décliner concrètement, cette proposition de garantie d'emploi. Concrètement, moi, je suis privée d'emploi. Je veux bénéficier de cette garantie d'emploi. Comment je fais ? Donc on est reparti du modèle du territoire zéro chômeur de longue durée avec des comités locaux de l'emploi donc, qui sont positionnés dans chaque bassin de vie et qui vont être une sorte de guichet unique pour les personnes privées d'emploi et qui vont les orienter vers différents dispositifs, soit des dispositifs comme territoire zéro chômeur de longue durée, c'est-à-dire on crée from scratch une entreprise, soit des entreprises via des dispositifs de contrats aidés, soit via, et là ça concerne Emmaüs, des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Qui vont pouvoir accueillir ces personnes. Je pense que Emmaüs fait beaucoup avec ses chantiers d'insertion. Et on a vu que votre modèle est formidable parce que c'est une émancipation par l'entraide, Emmaüs, en fait. La personne s'émancipe en rentrant dans une communauté d'entraide. Et donc, vous savez, vous avez une expertise et une structure qui vous permettent d'accueillir des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui savent plus se lever le matin, qui ne parlent pas français, ou qui sont renfermés sur eux-mêmes. Et c'est ça la garantie d'emploi, c'est un filet de sécurité, mais décemment rémunéré, donc minimum SMIC, en mobilisant plusieurs leviers qui existent déjà. Et donc vous dites que le financement existe et que ça ne coûtera pas plus d'argent à la collectivité, c'est ça? En fait, c'est des coûts évités. Comme le chômage, les 36 milliards d'euros dont je vous parlais, ce n'est pas que le RSA et les minima sociaux. C'est tout ce que coûte le chômage de longue durée pour le système de sécurité sociale. Les personnes qui sont privées d'emploi tombent davantage dans l'addiction,
Donc ça a un coût pour un, c'est une perte de consommation, c'est une perte de compétences, tout ça, ça a des coûts. Donc le fait de financer directement des emplois, que l'État finance directement des emplois pour les personnes qui en sont privées, ça permet d'éviter ces coûts. Et puis ça a aussi un effet bénéfique, puisqu'on vient créer de l'activité, on vient créer des services qui n'existaient pas dans des territoires ruraux. Voilà. Et est-ce que cette note a eu un impact chez les politiques? Quelle a été la réception de cette note? Bon, dans le milieu de l'ESS, oui, elle a eu un impact, mais on était déjà, j'allais dire, convaincus. Est-ce qu'il y a eu un petit impact? Il y a un petit écho? Il y a quelque chose qui frémit? Carrément, il y a eu un impact. On a fait une campagne sur le sujet, que vous pouvez regarder. Si vous tapez garantie à l'emploi vert, vous allez tomber dessus. C'est une proposition qui a été reprise d'abord par des maires écolos et socialistes de grandes villes, maire de Lille, maire de Poitiers, maire de Strasbourg, maire de Lyon, maire de Marseille. Et ensuite, c'est une proposition qui s'est retrouvée dans plusieurs programmes de candidats à la présidentielle, alors à gauche. Et c'est une proposition qui figurait dans le programme de la NUPS, dans les 650 propositions. Donc c'est une proposition qui fait son chemin. Il y a un petit débat pour savoir comment elle s'articule avec le revenu universel. C'est un débat qu'on a au sein de la gauche, parce que nous, on a un discours qui consiste à dire que la dignité individuelle passe par l'activité, par l'emploi. Et je crois qu'à Emmaüs, vous pouvez vous aussi le constater, c'est par l'action concrète que la personne trouve sa place. Tandis que, et puis surtout, on n'ignore pas toutes les pathologies qui sont liées à la privation d'emploi, tandis que le revenu universel est un peu aveugle vis-à-vis de cela. Vous percevez un revenu, vous avez beaucoup plus de temps libre et vous avez beaucoup plus d'autonomie sans doute dans votre vie, mais vous n'avez pas forcément d'emploi. Et donc, voilà, toute la fragilisation, l'exclusion sociale, etc., tout ça, le revenu universel est muet. Et on ne peut pas financer les deux, donc il faut choisir. D'accord. Merci Chloé. On va passer à Antonin Grégorio, qui est directeur de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Alors, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, bon, je pense que tous les Emmaüsiens connaissent un petit peu le principe. Ce que j'ai envie de te poser comme question, Antonin, c'est est-ce que vous vous définissez, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, comme un projet de transition écologique et sociale, ou est-ce que ce n'est pas du tout le sujet? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Juste, petit sondage, levez la main si vous connaissez Territoire Zéro Chômeur. Oh, Okay, pas merci. mal. Non, c'est juste pour savoir comme ça on ne sait jamais, faut être humble. C'est un petit projet, nous sommes un tout petit bateau dans l'océan global. Mais ouais, c'était l'objet de mon sondage. Merci. Mais je vais répondre d'abord un peu à la question. Nous, Territoire Zéro Chômeur, en fait, on y est venu par incidence à la question de la transition écologique, parce que ce n'était pas l'objet au départ. Territoire Zéro Chômeur, c'est une conviction de départ, c'est de dire qu'il est insupportable de voir qu'il y a tant d'emplois qui pourraient être créés sur les territoires et tant de personnes volontaires pour travailler. Très loin du fantasme du chômeur fainéant qui ne veut rien faire. Et qu'il y a, il faut le dire, eu un choix du chômage pendant plus de 40 ans en France, et que ce choix du chômage, c'est un choix, et qu'on peut faire un autre choix. Et c'est le choix de la création d'emplois supplémentaires sur les territoires, en plus. Et donc, moi, j'y étais pas, mais des réflexions des années 90 sur, eh bien, finalement, il y a le droit à l'emploi, comme l'a rappelé Chloé dans la Constitution, et donc comment on va faire ce droit à l'emploi pour tous et toutes. Et donc, Territoire Zéro Chômeur, ça part de ce constat-là. Et puis, à côté, il y a une rencontre avec ATD Quart Monde, Jean Gadret, économiste, pour, en fait, finalement, dire, mais combien ça coûte la privation d'emploi, en fait, à l'État par an? Donc, Chloé disait les 36 milliards par an. Et c'est le moment de conscientisation par les pouvoirs publics du fait que le chômage lui coûte et qu'on peut chiffrer. Alors les 36 milliards, on peut les mettre en débat. Ça bouge. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tellement le sujet. Ça lui coûte. Et on parle là que de l'État. On parle pas des collectivités locales. Enfin, il y a plein d'autres endroits. Et donc, c'est à partir de là où, tout à l'heure, posait la question de la prise de conscience politique dans des moments. C'est cette prise de conscience politique qui arrive. Et donc, on lance une première loi d'expérimentation sur 10 territoires qui vise en fait à créer ces emplois supplémentaires. Alors comment? 2 éléments. Le premier, c'est le comité local pour l'emploi. Je crois que la force de ce que nous faisons dans Territoire Zéro Chômeur, en fait, c'est que vous compreniez, c'est qu'on met autour de la table l'ensemble des forces vives d'un territoire. C'est quoi un territoire? Un territoire, c'est 5 à 10 000 habitants, jusqu'à 400 personnes privées durablement d'emploi, où le territoire va se dire,
nous pouvons éradiquer le chômage de longue durée à l'échelle de notre territoire. Et nous allons organiser notre action de telle sorte que nous puissions le faire. Et donc ça va être fait autour d'un comité local avec une équipe projet, très concret. Vous avez le maire, les employeurs locaux, les personnes privées durablement d'emploi, parce que tout à l'heure, sur le nom du podcast, on disait la question est Oxfam du faire avec et pas faire pour les personnes. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Et si on avait tendance à l'oublier, nos membres fondateurs comme Emmaüs ou ATD Carmont nous le rappelleraient. C'est l'enjeu de faire avec les personnes. Et vous allez avoir des comités locaux avec 20, 30, 40, 50 personnes autour de la table et qui vont faire 3 choses. La première chose, c'est le consensus de territoire. S'assurer que tout le temps, tout le monde est d'accord et veut aller vers ce projet d'éradication du chômage de longue durée. Deuxièmement, ça va être l'identification et la rencontre des personnes. Nous, vous avez vu le vocable qu'on utilise avec Claude tout à l'heure, on parle de personnes privées durablement d'emploi. On ne parle pas de demandeurs d'emploi de longue durée. L'idée, c'est d'inverser la logique. C'est plus la société qui vous colle une étiquette, où vous allez chez Pôle emploi et vous découvrez que vous êtes DELD catégorie A. Non, c'est l'inverse. C'est vous qui annoncez que vous êtes privé d'emploi et que vous voulez bosser. Et dire, sur la base de quelles sont mes compétences, mes savoir-faire, mes savoir-être, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce que je sais faire, et d'ailleurs donc j'ai oublié que je savais le faire. Et donc nous, on va prendre le temps de rencontrer ces personnes. Et demain, pourquoi faire? Pour construire l'emploi à partir de leurs compétences. Non plus adapter la personne à un emploi, mais l'emploi à la personne. C'est ça l'enjeu de territoire zéro chômeur, autour de cette logique de territoire. Et troisième mission, ça va être les emplois supplémentaires, parce qu'en fait, on crée des emplois qui doivent être en complément ou en supplément de l'activité existante, parce que sinon on détruirait les emplois existants, la concurrence déloyale. Et donc, c'est aller dans les interstices. C'est trouver toutes ces activités utiles sur les territoires qu'il y a à développer, que la taxonomie, notamment de l'Institut, met en exergue dans sa note, par exemple, mais plein d'autres. Et les territoires ont beaucoup d'idées. Et nous, dans ce qu'on fait aujourd'hui, sachez qu'on développe aujourd'hui plus de 140 activités différentes dans 10 territoires et dans 13 entreprises. Donc, c'est quand même pas rien. Et donc, comment on fait? Après, ces personnes, elles sont identifiées, il y a ce pouvoir d'agir et elles vont aller vers différentes entités. Alors ça peut être des entités existantes, vous connaissez les chantiers d'insertion, enfin toutes les modalités de l'ESS, mais aussi du secteur marchand. Et puis à côté, il y a un trou, il reste un trou. Et donc on a créé des entreprises à but d'emploi. C'est des entreprises qui recrutent en CDI, à temps choisi, les personnes. Et ces collectifs de travail, il y en a eu dans la première étape que nous avons fait de 2016 à 2021, il y avait 10 territoires, il y avait 13 entreprises, environ 80 personnes dans ces structures de travail, et ce sont des personnes qui ont en moyenne 50 chômages de longue durée derrière elles, donc des gens très éloignés de l'emploi, avec un niveau de qualification très bas, inférieur au brevet des collèges, et ces personnes, eh bien, j'ai envie de dire, on travaille avec elles. Ce qui est intéressant dans le projet que l'on mène, c'est que nous allons vers les ignorés, ceux qu'on ne regarde plus, ceux qui, en fait, que même Pôle emploi ne connaît plus, en fait, qui sont sur les territoires et qui sont nombreux. On remet en évidence le fait que, eh bien, il y a beaucoup de gens, tu rappelais tout à l'heure les chiffres terribles de la pauvreté, mais des gens qui vivent de leur solidarité familiale, du travail aussi informel, faut le dire, on le voit sur les territoires, et qui ont besoin de ça. Et en fait, je pense que la grande innovation dans ce que l'on fait, parce que je sais qu'hier vous aviez un atelier sur les modes de gouvernance, c'est l'aspect territorial. Et ce que je crois, là, peut-être vous parliez de la question de l'influence du décideur public dans un État très centralisateur. Territoire zéro chômeur, on déroge au droit commun. C'est-à-dire qu'en fait, on donne un pouvoir d'agir au comité local. Pourquoi les gens vont dans notre comité local? C'est parce que ça produit des choses. Au comité local, vous avez une personne privée d'emploi qui est en face de son directeur d'agence Pôle emploi. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Les mecs qui ne se sont jamais parlé. L'autre, il le vous voit pendant 6 mois, monsieur là. Et là, ils ont le même poids. Une personne égale une voix. Et ils vont décider si Gérard est privé durablement d'emploi ou pas. Et de manière égale. Et Pôle emploi n'a pas de pouvoir supérieur que l'autre personne, c'est décider collectivement. Pareil sur les emplois supplémentaires. La DIRECT, les services de l'État déconcentrés, n'a pas de voix prépondérante. Ils décident collectivement, ensemble. Et après, l'entreprise à but d'emploi aura non pas à recruter, mais à embaucher toutes les personnes que le comité local va lui envoyer. Donc l'entreprise à but d'emploi, c'est un espace compliqué. Ils ne choisissent pas vraiment les activités qu'ils font, puisqu'ils sont des activités supplémentaires, et ils ne choisissent pas leurs salariés. Autant vous dire qu'on est quand même dans un modèle assez différent de ce que l'on fait aujourd'hui. Et peut-être pour rebondir sur la question initiale, parce que je présentais un peu plus qu'en 1 minute ce que nous faisions, mais je crois que l'enjeu, nous, la transition écologique, bien sûr qu'elle est là, mais elle est venue par les faits. Aujourd'hui, 43% des activités que l'on développe sont liées à la transition écologique, sur environ 120 activités. Nous, ce qu'on dit, c'est regarder sur les territoires, les activités à développer sont des activités liées à la transition écologique.
Et ne prenons pas les gens pour des billes. C'est un vrai sujet. L'économie marchande se détourne de ces activités car elles ne sont pas solvables, au moins à leur développement. Donc elles s'en détournent et c'est assez naturel. Et donc à nous collectivement de nous organiser pour les développer, ces activités. C'est ça l'enjeu. Et le deuxième enjeu, peut-être, c'est transition écologique. La question, c'est pas est-ce qu'il y aura une transition écologique. Il faudra une transition écologique et sociale, les gilets jaunes, sinon ça ne marchera pas. Et laquelle transition nous voulons? La question maintenant, c'est pas est-ce qu'il y en aura une, c'est quelle transition nous voulons. Voilà, et aujourd'hui, c'est l'enjeu. Et nous, on pense, Territoire Zéro Chômeur, qu'il faut, sur le sujet de l'emploi, hein, qui est un petit sujet par rapport à l'enjeu global de la planète, mais quand même, moi je le dis maintenant, c'est dans nos territoires, on essaie de passer d'une démocratie des prestations. Voyez, on vous donne des prestations, on vous accompagne dans une logique administrative, à une démocratie des relations. Le comité local, il crée un espace de relations avec les gens. On remet les gens au cœur du système. Et on n'est ni dans une infantilisation, ni dans une invisibilisation des personnes. On les remet au cœur d'un projet collectif de territoire qui est tout petit, l'éradication du chômage longue durée. Très bien. Oui, voilà une belle ambition qui nous parle bien. Alors, juste pour terminer peut-être sur TZ, comment est-ce que vous voyez une question qui nous préoccupe chez Emmaüs, qui est la question de l'adéquation entre ces futurs emplois liés à la transition écologique et solidaire, dont on voit qu'il y en a absolument plein, et le profil des personnes que nous accueillons dans les EBE, comme chez Emmaüs, dont les compétences, l'état physique, etc., n'est pas forcément en adéquation avec ces emplois. On a déjà un tout petit peu le sujet qui commence à arriver chez nous au travers des filières environnementales, où il y a des exigences de traçabilité, etc., qui se mettent en place. Il y en aura peut-être de plus en plus. Donc, est-ce que vous avez cette question-là aussi? Est-ce que ça vous préoccupe de dire, bon, OK, il y a des emplois possibles, mais en fait, les gens qu'il y a en face ne sont pas en capacité pour le moment de les occuper, et donc il risque d'y avoir une non-adéquation entre les deux. Ouais, alors nous, on a commencé sur 10 territoires il y a 5 ans. Maintenant, on est à 30 et on va passer à 60 dans 2 ans. La question, elle émerge. En fait, il faut savoir que nous, on crée des entreprises à but d'emploi. Au départ, c'est pas facile, hein, mais vous avez des personnes qui disent, moi, je veux faire du bûcheronnage, et puis on va regarder si l'activité est possible, on va la développer. Excusez-moi. La question qui va se poser après, c'est comment nous, on continue à créer des emplois sur la base des compétences des personnes. Donc, adapter l'emploi à la personne et pas la personne à l'emploi, parce que c'est quand même ça notre défi original. Et donc, on n'a pas tellement à ce stade ce problème. Oui, mais sauf que c'est pas tout à fait vrai. Je serais un peu menteur si j'allais pas jusqu'au bout. On a des activités qui se structurent et avec des entreprises à but d'emploi qui ont des besoins. Très concrètement, quand on fait du démantèlement d'ouvrants, clairement, au bout d'un moment, vous allez chercher notamment de la compétence et des gens. Et donc, nous, dans nos listes de volontaires, parce que c'est comme ça que ça se passe concrètement, le comité local, il y a une liste de volontaires, de personnes qui sont censées rentrer en entreprise à but d'emploi. Qu'est-ce que vous dites à Gérard, Mélissa et Lucie quand vous faites passer la 4e personne avant parce qu'elle est compétente sur tel poste qui est nécessaire au collectif de travail là, et qu'est-ce que vous dites à ces 3 personnes qui sont en train de construire leur emploi? Aujourd'hui, la réponse que l'on commence à avoir, c'est de dire, il y a les collectifs de travail, les entreprises à but d'emploi qu'on a créées qui, entre guillemets, tournent avec leur modèle économique et de plus en plus en mono ou en duo activité. Mais à côté de ça, et c'est dur, au niveau du comité local, continuer à créer des entreprises à but d'emploi avec toutes ces nouvelles personnes, et on va démultiplier le nombre d'entreprises à but d'emploi, et on verra si certaines se spécialisent ou pas. C'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à porter ce pari. Après, je vais être tout à fait honnête. Territoire Zéro Chômeur, on ne s'est pas construit comme une solution de transition écologique et sociale. On a été plus modeste que ça. On a simplement dit, il y a des emplois à créer sur les territoires, il y a des personnes qui veulent bosser, et la démonstration à l'État que ça lui coûtera bien moins cher d'investir dans ces emplois qu'à payer de la privation d'emploi. C'était le départ, et on voit, c'est assez merveilleux, que la moitié des activités qu'on développe sont liées à la transition écologique. Il faut continuer à le stimuler, mais nous, notre boussole reste quand même avant tout, notre ADN, le droit à l'emploi pour tous, et donc la question de l'exhaustivité, comment à l'échelle d'un territoire, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, dans les 3 ans, 4 ans, on s'assure qu'il n'y a plus de chômage de longue durée sur un territoire. J'en finirai là. Sur les 10 premiers territoires, on a 3 territoires, bientôt 4, qui ont atteint la fameuse exhaustivité. Excusez-moi, le mot est un peu barbare. 4 territoires où il n'y a plus de chômeurs de longue durée. Il n'y a plus de chômage de longue durée. Alors la question, c'est est-ce qu'on a repéré tout le monde?
fameux sujet. Néanmoins, globalement, toutes les personnes qui se sont présentées, qu'on allait chercher en porte-à-porte, quand même, parce qu'on fait du porte-à-porte sur les territoires et tout ça, ont été embauchées ou vont être embauchées. Donc c'est assez stimulant pour la suite. Merci Antonin. Alors on va terminer avec Perrine Van Castel qui a une double casquette aujourd'hui ici. C'est une ancienne d'Emmaüs puisqu'elle a travaillé 3 ans chez Emmaüs Défi. Elle est aujourd'hui passée du côté obscur de la force puisqu'elle est consultante en stratégie de transformation responsable dans un cabinet qui s'appelle Key & Partners. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, voilà, on avait envie de t'interroger, Perrine, sur la question des entreprises. Il y a des entreprises qui travaillent sur cette question. Enfin, toutes les entreprises sont d'ailleurs obligées de travailler là-dessus. Vous accompagnez celles qui se sont mises en chemin de façon volontaire. Donc, quel est le diagnostic que tu pourrais porter, toi, aujourd'hui, sur la volonté et la capacité des entreprises d'aller vers une transformation, une transition écologique? Comment tu analyses la situation aujourd'hui de ta fenêtre de consultante? Très bonne question. Nous, on est pas mal en contact avec les entreprises qui sont volontaires. On essaie de se positionner justement pour se dire s'il y a des entreprises qui veulent se transformer, il y a des vrais savoir-faire de transformation. C'est pas en claquant des doigts qu'on change ses opérations, qu'on change son management, qu'on change sa gouvernance. Vous le savez très bien, chez Emmaüs, on a les mêmes problèmes. La transformation, c'est compliqué partout. Donc, on capte cette demande-là. Néanmoins, 85% de l'activité qu'on fait, c'est encore des entreprises qui ne nous demandent pas ça du tout et qui ne font que suivre les lois peu à peu au niveau où les réglementations augmentent. Donc, il y a, on va dire, faut pas se voiler la face sur le fait que toutes les entreprises maintenant veulent se transformer. Néanmoins, il y a quand même une part, je pense, une minorité active qui se structure bien et qui en est en fait à un point où ils travaillent beaucoup sur les raisons d'être, les missions, donc ils essaient de placer ça au niveau un peu stratégique et de pas seulement de faire le tri des gobelets, etc., en mode de RSE à la papa. Il y a tout ce qui est demande de formation pour comprendre les sujets climat. On commence aussi pas mal à se développer, donc on part des postes de direction et peu à peu c'est aussi comment il faut embarquer toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise pour créer de l'acceptabilité, de l'adhésion, etc. Donc ce sujet de la formation commence aussi à émerger. Et au niveau de la transformation très concrète, ce qui se passe, c'est qu'il y a des innovations, peut-être des activités qui commencent à être créées, qui se veulent être bâties sur de l'économie circulaire, etc., mais qui sont encore au stade où c'est la petite innovation qu'on pousse, mais qui est encore minoritaire par rapport au cœur du business. Et on parle vraiment surtout des enjeux environnementaux, voire climatiques, et les enjeux sociaux sont pas encore du tout sur la table. Les entreprises sont pas encore matures sur ces sujets-là. D'accord. Alors, est-ce que, comme par rapport à la question que moi je soulevais en tous les cas en introduction, qui est de dire si on considère que la situation sociale et environnementale, elle est quand même la conséquence d'un système qui est le système capitaliste et qui est donc mis en œuvre essentiellement par des entreprises dont l'objectif est le profit. Bon. Et donc, du coup, aujourd'hui, alors après, les entreprises, ce sont des hommes et des femmes, comme disait Younous, et c'est peut-être par là que aussi la transformation pourra se faire. Parce que comment est-ce que vous voyez, ou comment toi tu vois avec ta double casquette ESS consultante, cette incohérence de dire qu'on va demander à des acteurs dont l'objectif est le profit et, j'allais dire, l'exploitation au sens neutre du terme, hein, ils exploitent la planète et puis quelque part les êtres humains, de se transformer, sauf à considérer qu'ils n'auront pas d'autre survie que celle-là et que donc ils vont prendre conscience que... Quelle est ton analyse, toi, de consultante là-dessus Alors, ce qui est sûr, c'est que eux, leur objectif, c'est de survivre. Ils n'ont pas de pensée suicidaire, etc. En revanche, comme tu le disais, ce sont des humains, des personnes à l'intérieur qui sont parents, qui sont citoyens, qui ont chaud à 40 degrés au mois de juin. Et donc, moi, ça fait 10 ans que je suis décroissante. Ça fait 1 an que je suis dans ce cabinet de conseil. Donc, j'ai fait le grand saut pour aller voir ce qui se passe chez ceux qui ne sont pas convaincus. Et en 6 mois, maintenant, tout le monde parle de décroissance. Alors qu'il y a 1 an, c'était les ayatollahs amish.
Donc ça va l'évolution de la prise de conscience au niveau individuel va à une vitesse incroyable, et plus qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont être possibles de faire qu'avant, il n'était pas facile. Ensuite, sur le but des entreprises, alors ils ne se conscientisent pas comme des organisations dont le but c'est d'exploiter. Donc c'est pas la manière dont ils prennent le problème. Eux, leur but, y a un travail de plaidoyer, enfin pas de plaidoyer, d'influence à faire pour dire l'entreprise a aussi un but en tant que tel. Elle doit créer, elle doit répondre à des besoins. On espère des besoins suffisants, mais pas superflus. Donc il y a un enjeu qui commence à monter sur comment on arrête de répondre et créer des besoins superflus. Mais il y a également tout cet enjeu de créer des emplois, créer de la cohésion sociale. C'est quand même le gagne-pain de quasiment toute la population. Enfin, non, pas l'entreprise, mais au moins 40% de la population française, je crois, travaille en entreprise. Donc eux aussi ont envie que leur entreprise survive. Est-ce que tu as justement des exemples à nous donner dans les entreprises que vous accompagnez, un peu vertueux et d'autres au contraire non vertueux, des exemples vertueux d'entreprises qui sont vraiment lancées dans un processus de transformation et d'autres qui le font d'une façon plus greenwashing, impact washing, quoi. Pour commencer par une entreprise que je trouve assez un bon élève sur le sujet. Bon, elle a la chance d'avoir un cœur de métier qui n'est pas incompatible avec le changement climatique. C'est un assureur qui s'appelle la Maïf. Il y a quelques faits symboliques. Donc déjà, ils ont vraiment dans leur statut... Déjà, c'est une coopérative. Ils ont dans leur statut le fait de devoir aussi travailler pour l'intérêt de leurs clients et de leurs salariés, etc. Donc ils n'ont pas au moins cette contrainte schizophrène des actionnaires qui leur demandent juste de cracher du profit, etc. Par exemple, pendant le Covid, ils ont eu moins d'accidents à indemniser, et donc ils ont remboursé toutes les économies qui ont été faites aux clients. Et donc c'est bien, et rien ne les poussait à faire, personne d'autre ne les a fait, et donc ils ont fait un effort, ils ont renoncé à du profit pour s'aligner avec leur engagement. Donc il y a des actes concrets qui illustrent. Et quelque chose qui est pour moi aussi très, très fort, je pense que ce matin, vous avez un atelier sur la place des femmes dans le mouvement, et notamment sur, je pense, les valeurs, la culture qui règne. Et eux ont beaucoup travaillé sur mettre l'attention comme valeur phare dans leur entreprise. Et donc, on est vraiment au cœur du logiciel, on essaie de mettre le soin et pas la prédation, la domination. Donc, c'est un ensemble de signaux qui me font, moi, considérer que Maïf fait partie des bons élèves qui font des choix assez courageux, et avec des dirigeants un peu radicalisés aussi, mais qui vont au rythme auquel ils peuvent aller, qui est le rythme de la transformation. Élise, tu veux dire quelque chose sur la Maïf ? Pas sur la Maïf spécifiquement, mais tu disais juste avant, est-ce que tu peux nous donner des exemples soit d'entreprises greenwashing, soit d'entreprises intrinsèquement vertueuses ? Nous, on bosse beaucoup avec les entreprises, alors uniquement les grosses entreprises. On étudie l'empreinte sociale et environnementale des entreprises du CAC 40. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est ces entreprises qui mènent les autres entreprises derrière, et que c'est un peu les grosses pièces auxquelles qu'il faut faire changer si on veut dévier la trajectoire du navire. Et il y a aussi, par rapport aux deux options que tu donnais, il y a une troisième, il y a peut-être encore d'autres options, mais il y a une autre raison pour les entreprises de changer, c'est quand elles y voient un intérêt. Un intérêt, alors ça peut être financier, stratégique. Je te donne un exemple. Donc, nous, on travaille beaucoup sur la question du secteur bancaire. Comment le secteur bancaire est très carboné en France. Les trois plus grosses entreprises qui polluent le plus, c'est 3 banques. Parce qu'elles financent justement énormément de projets d'énergie fossile, notamment en dehors de France. Et donc, nous, on travaille sur la question de leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas dans leur intérêt à long terme de continuer à financer les énergies fossiles. Elles se tirent une balle dans le pied parce que les énergies fossiles vont forcément diminuer, soit par un choix politique, soit par une réalité technique assez prochaine. Donc, en gros, si tu anticipes le mur, c'est plus intéressant pour toi que si, une fois que tu te retrouves dans le mur, là, tu sais plus trop quoi faire, quoi. Donc, par exemple, on a réussi à faire en sorte qu'une banque en France,
arrête de financer des projets d'énergie fossile. C'est pas, c'est Crédit Mutuel. Je n'ai pas de. Allez, une petite pub pour le Crédit Mutuel. Mais c'est pas par conviction écologique et politique, c'est par intérêt. Donc c'est encore un autre vecteur de. Voilà, encore un autre moyen de transformation possible, qui est soit l'intérêt, soit, si on le voit de l'autre côté, la contrainte, et notamment la contrainte légale. Alors, on est un tout petit peu en retard avec le démarrage tardif. Donc, du coup, toi, Perrine, tu es plutôt optimiste sur la faculté des entreprises à être partie prenante de cette transition. Est-ce que le timing va être le bon? C'est-à-dire que par rapport à l'urgence que nous connaissons, est-ce que leur évolution possible va prendre 70 ans, auquel cas ce sera trop tard? Ou est-ce qu'on peut être, encore une fois, optimiste? Je ne suis pas spécialement optimiste parce qu'il y a en fait la question des modèles de réussite et en fait c'est un des gros freins à la transformation parce que si les entreprises ont besoin de croissance, c'est parce que les salariés demandent des augmentations notamment. Et en fait, si on a des problèmes avec la gouvernance partagée, c'est parce qu'en fait, les personnes veulent grimper des échelons pour avoir plus de pouvoir parce qu'elles en ont marre de ne pas en avoir. Et donc, cette transformation, enfin, entre guillemets, ce qui peut me donner de l'espoir, ce serait une vague de transformation personnelle à force d'être chahutée par les événements climatiques, etc., qui ferait que du côté RH, entre guillemets, on désamorcerait un petit peu la pompe à croissance et la pompe à la dépendance aux activités actuelles. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même... là, c'est comme si on était en 1999 et qu'on avait la transformation digitale devant nous. On voit qu'en 2022, on commence à bien avoir intégré le truc, mais qu'il y a encore des problèmes de recrutement sur le marché des développeurs, etc. Donc, la transformation... environnementale, c'est pareil. Même si on la commence maintenant, si on était tous les voyants au vert et qu'il n'y avait pas de frein politique, etc., on en aurait au moins pour 20 ans, 30 ans de transformation des infrastructures, de la capacité à coopérer, de la formation des métiers, des recrutements, etc. Donc pour moi, pour moi, il faut parler d'adaptation au changement climatique et de construction aussi de sociétés résilientes. Et c'est là que c'est vraiment les acteurs comme Emmaüs et tous les acteurs du social, c'est vraiment eux qui vont faire le taf, quoi. D'accord. Antonin, tu voulais compléter sur cette question des entreprises? Oui. Oui, juste un petit sujet là-dessus. Moi, je crois beaucoup au système des contraintes. C'est-à-dire que pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a les contraintes immédiates et les contraintes de long terme. Sur les contraintes immédiates, je pense que, j'ai travaillé un certain temps au Parlement, le législateur doit un peu prendre son courage à deux mains, et notamment par la contrainte fiscale, exiger des choses des entreprises. Il y a eu des belles initiatives comme le devoir de vigilance, ce genre de choses. Il faut aller beaucoup plus loin et ça passera aussi par, à mon avis, la question de l'Union européenne. L'autre sujet, c'est la contrainte sociétale. C'est comment les entreprises s'adaptent aussi à leurs clients. Et aujourd'hui, l'enjeu collectif que nous avons, c'est le soft power qu'on peut faire auprès tant de nos voisins que de nos décideurs publics. Aujourd'hui, moi, je suis dans le milieu de l'associatif depuis 3 ans maintenant. Je suis assez extraordinairement étonné que nous n'allions pas voir plus fortement toutes les grandes écoles qui forment l'élite de ce pays, les centres de formation des collectivités territoriales, tous ces espaces où, quand vous prenez le temps d'aller sur Internet, de voir les plaquettes de leur formation, c'est hallucinant. Mais je le dis, hallucinant. Il y a Polytechnique s'intéresse, il y a un programme écologie sur 3 heures depuis 1 an. Juste, vous allez au CNFPT, qui est une institution par ailleurs très respectée sur la fonction publique territoriale, moi, des gens à qui on traite tous les jours, ils n'ont rien sur les programmes locaux d'innovation sociale. Mais ça, il faut faire du soft power, parce que moi, c'est un peu agressif dans la manière, mais il faut qu'on y aille tous ensemble et qu'on aille dans ces espaces et aller convaincre les décideurs pour changer ces plaquettes de formation. Et c'est un enjeu fondamental. Et enfin, je terminerai par là. Après, il y a une question collective qu'on se pose, c'est qu'est-ce que nous voulons sortir du marché? Parce que, soit on est radical et on veut changer et un autre modèle. Bon, ça, c'est pas mon option personnelle, mais je comprends que certains la défendent. Mais si on n'est pas dans cette option-là, d'adapter le modèle, il y a la question des communs. Quels sont les éléments communs quand nous voulons sortir du marché? Et ça, il y a aussi un moment, il va falloir qu'on les arrête collectivement, ces communs. Et qu'on dise, là-dessus, les amis, pas touche. Vous ne toucherez pas. Surtout que ces communs sont assez en danger. Ceux qui sont issus quand même d'une guerre et de pactes quand même politiques un peu étranges entre une certaine droite gaulliste et des communistes à sortir d'une guerre qui est quand même un moment particulier et le CNR,
espérons que ça n'arrive pas tous les 4 matins, ça, même si l'acronyme est parfois repris par des nouveaux présidents de la République, mais néanmoins, il ne faut pas attendre ces moments-là pour espérer. Donc voilà, donc la question aussi des communs à côté de ce système de contraintes sur lequel on a beaucoup de choses à faire. Merci. Alors, on va peut-être passer à une séquence de... Ah, pardon. Oui, excuse-moi, c'était Perrine. juste comme prise de conscience que j'ai eue, en fait, le travail des ONG de shaming et de faire monter les enjeux De est shaming. J'ai pris le langage. Je me suis adaptée à mes collègues. J'ai quand même eu besoin de me faire comprendre pendant 1 an. Les entreprises réagissent beaucoup plus à leur réputation. Mais aujourd'hui, par contre, le marché, la consommation ne tire pas. C'est pas ça qui fait bouger les entreprises, c'est la réputation. Et donc, les campagnes qui disent les abattoirs, c'est horrible, oui, c'est ça qui fait changer la manière dont on fait des sacs de luxe, etc. Et sur l'enseignement, j'ai travaillé avec le campus de la transition, donc, qui est donc au cœur de ces sujets-là. Ils sont eux-mêmes au taquet de leur capacité de formation des professeurs. Donc en fait, même avec la meilleure volonté du monde, ce qui commence à arriver, ce qui me fait réagir, c'est la posture de « il faut, ça va pas, c'est pas assez ». En fait, il y en a qui font, mais juste, ça prend du temps aussi de rattraper le retard de formation, le retard d'investissement, etc. Mais je suis d'accord qu'il y en a plein qui ne font pas encore et qu'il faut encore convaincre. Alors, on termine parce qu'il faut juste laisser un petit temps pour d'échange avec la salle, même s'il va être assez court, parce que tout le monde est au bout de sa vie de chaleur liée à la transition écologique et qu'on va arriver au terme du timing. Juste sur les communs, c'est quelque chose d'hyper important parce que je vous entendais parler et souvent on parle la transition écologique et sociale, ça coûte, c'est des coûts, etc., coûts évités, etc. Mais c'est aussi de la création de valeurs communes. Quand on crée des lignes de train pour éviter que des gens soient dépendants de la voiture, quand on crée des espaces communs, quand on crée des fermes agroécologiques qui régénèrent les sols, valeur qui n'est pas monétarisée aujourd'hui, c'est de la création de valeurs communes. C'est pas de la dépense commune, c'est de la création de quelque chose qui est en commun et qu'il faut penser comme tel. Merci de terminer sur cette question de la valeur, parce que ça c'est quelque chose de très important chez Emmaüs, la valeur qui n'est pas monétaire, la valeur qui est autre chose, et la question des communs. Donc on a terminé à un niveau assez élevé de réflexion métaphysique. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? 1, 2, 3. Est-ce que les gens qui sont supposés passer les micros sont partis à la piscine ? Non. Est-ce que vous voulez bien relever la main ? 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Alors, si vous voulez penser à vous présenter quand vous prenez la parole. Merci. Jean-Pierre d'Emmaüs-Labarthe, près de Toulouse. Donc merci pour vos interventions en tout cas. Je voulais interpeller la représentante d'Oxfam, parce qu'en plus elle travaille sur l'agriculture. Donc c'est pour parler des lobbies au niveau de la Commission européenne, donc qui façonnent, dictent et parfois torpillent les directives. Donc comment faire pour arriver à se libérer de leur emprise ? Et puis j'ai lu un article par exemple sur la stratégie Farm to Fork, la ferme à la fourchette, donc qui a un peu de plomb dans l'aile, parce que là, avec la guerre en Ukraine, on veut cultiver à fond et à fond. Il y a la FNSEA, le principal syndicat majoritaire français, qui est complètement dans cette optique aussi. On a arrêté de s'occuper des zones de non-traitement, par exemple. Bon, on voulait les porter à 150 mètres il y a plusieurs années. Là, maintenant, c'est 5 et 10 mètres. Mais là, en fait, il faut cultiver tous les champs. Il y a le principe de régression de la loi écologique qui avait été votée du temps de Ségolène Royal, qui est bafouée, parce qu'on veut recultiver des zones qui sont maintenant considérées comme sensibles écologiquement. Donc voilà, comment on peut arriver à se libérer de toute cette emprise de lobby, de syndicalistes et agropharmaceutiques. Merci. On va prendre deux, trois questions. Alors, monsieur... Non, je ne sais pas si tu levais la main, si tu te passais la main dans les cheveux. Là, et ensuite derrière, je crois. Bonjour, Pablo de l'association Terre. Alors, moi, je voulais juste parler de l'AG qu'on a eu à Tours. On était pas mal à être à l'AG. Et on a eu une super AG, c'était top, un super buffet le soir. Et durant ce buffet, en fait, j'ai vu plein de nourriture repartir en cuisine. Et je suis allé demander aux personnes qui géraient la cuisine qu'est-ce qui était fait de cette nourriture. Et on m'a dit que c'était jeté, en fait. Et j'aurais aimé savoir si on ne pouvait pas avoir un peu plus de cohérence, peut-être, et essayer de valoriser ça, quoi. Peut-être en organisant des maraudes ou, je ne sais pas, être en lien avec les Restos du Cœur, peut-être, je ne sais pas. Oui.
Oui, oui, bien sûr, vas-y. Hélène, je suis aussi de Toulouse. Et du coup, nous, on a vécu un exemple récemment. À Toulouse, on a été contacté par un ensemble d'acteurs, et notamment avec la métropole, qui essaye de mettre en place le réemploi des matériaux de construction. Donc le but, c'est quand il y a un chantier qui se fait de démolition, on démonte d'abord pour pouvoir récupérer une partie des éléments pour un chantier suivant. Et la métropole a décidé de mettre ça en œuvre dans tous les marchés publics, dans lesquels elle est maître d'ouvrage, donc elle est commanditaire. Et donc, ils ont fait ça un peu de but en blanc. Donc, la première entreprise qui devait faire la démolition n'était pas vraiment au courant du truc. Donc, ils sont venus nous voir pour nous demander un coup de main. On a fait ce qu'on pouvait. Et puis, ils ont décidé de faire un appel à projet pour essayer de réfléchir à monter une filière localement. On a répondu avec un groupement, on n'a pas été pris. Et puis finalement, on est recontacté par les gens qui mettent en œuvre cette réflexion-là pour apporter notre compétence bénévolement, pour essayer de créer cette filière, enfin de dire les problématiques qui sont vécues dans cette filière et comment on pourrait essayer de la développer. Et donc autour de la table, il y a des gens qui ont été missionnés par la collectivité, nous, certains acteurs de l'ESS, et puis des acteurs du monde marchand classique. Et en fait, le monde marchand comme nous, on demande à la collectivité un encadrement. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans le secteur marchand un truc qui ne l'était pas. Démonter les matériaux, tout le monde a toujours fait et on a toujours récupéré légalement ou illégalement. Là, tout d'un coup, en fait, on est plutôt... les marges diminuent, c'est-à-dire que tout ce qui n'était pas marchand, ça le devient petit à petit. Donc, c'est comment on fait pour le partager la valeur justement sur tous les acteurs de la filière, comment on découpe en tranches, etc. Et ça, il n'y a que la collectivité qui peut nous aider finalement. Et les acteurs privés, ils étaient à nos côtés en disant mais comment on fait pour se limiter ? On ne va pas le faire tout seul en fait, il faut que ce soit vous qui posiez le cadre. Et ça, c'était vraiment compliqué. Et nous, encore, on était à la table, mais nous, on parlait des gens qui font le cuivre dans les bâtiments, qui vivent de ça, qui écologiquement, c'est absolument un désastre. Mais n'empêche qu'ils vivent de ça. Et donc, si on ne les intègre pas dans la nouvelle filière, soit ils vont crever, soit ils vont continuer à faire des trucs totalement illégalement et en polluant. Est-ce que tu avais une question ou c'était juste pour Non, témoigner pour témoigner, pardon. Ouais, très bien. Merci, Hélène. Il y avait ensuite une personne là. Et après, c'est tout, je crois. Et ici, encore là. Oui. Bonjour à tous, donc Chloé de l'atelier Emmaüs. Ma question, c'est notamment pour Perrine. Donc on a parlé à la fin, on a conclu sur la question de la création de valeur. Et du coup, ma question, elle porte plus sur les indicateurs, notamment au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'on parle de la transition, mais en fait, on va avoir des entreprises qui aujourd'hui ont des indicateurs principalement financiers. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on définit des indicateurs pour valoriser aussi tout ce qui est social et environnemental et sortir de cette espèce de prisme financier et du coup suivre et accompagner cette transition. Très bien. Et ensuite, il y a une demande de parole là. Je sais pas qui. Où sont les micros ? Ouais. Il y a un micro. Il y a besoin de micro là. Non. On va te donner un micro. Il y en a un. Merci, Vincent, Le Village, Cavaillon. Deux points, en fait. Le premier, c'est sur effectivement la question de la transition écologique et sociale, et notamment du point de vue des personnes fragiles et précaires. C'est comment la rendre désirable, comment la rendre possible et joyeuse aussi. Et c'est un sujet, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, mais c'est comment on est tous embarqués dans cette histoire, et notamment à commencer par les plus fragiles là, qu'on accueille. Et c'est un sujet qui est compliqué. Enfin, nous, on le voit, par exemple, sur la question de la gestion des déchets, sur nos lieux d'accueil. C'est un vrai sujet. Et voilà, je pense que ça doit être aussi une préoccupation. Et le deuxième point, c'est la question un peu plus globale de la réflexion dans laquelle on doit s'engager sur l'après-pétrole ou le sans-pétrole, et notamment la place centrale de la Terre comme étant l'endroit de ressources. Alors effectivement, à l'endroit de l'alimentation, c'est bien évident, mais également à l'endroit des matériaux, de tout ce qu'on utilise pour se loger, pour construire. Et je fais écho à mes collègues de l'association Terre. C'est aussi comment on s'engage dans une vraie réflexion sur ce que produit la Terre et ce qui nous permet effectivement d'être vertueux dans des
dans des circuits très courts, y compris sur la construction. Notamment, je pense aux biosourcés, je pense aux matériaux terres, mais qui sont des enjeux majeurs de mon point de vue. Oui, merci Vincent. Alors, donc dans les questions que j'ai notées, sur la question du buffet à l'Assemblée générale, constat partagé, erreur totale, on se l'est déjà dit. Donc, le fait de plateau avec du plastique, je ne savais même pas que le truc avait été jeté. Parce qu'en général, quand même, effectivement, on redonne à une association locale pour qu'au moins ça ne soit pas jeté. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, mea culpa, de toute façon, on l'avait déjà noté et ça n'allait pas. Ça n'est pas le seul comportement qui ne soit pas vraiment en lien avec nos préoccupations écologiques que nous ayons chez Emmaüs. Chacun dans nos groupes, on peut tous avoir en tête des choses qui ne sont pas forcément tout à fait conformes. Sur la question, alors je vais passer la parole ensuite à Élise pour répondre sur le lobbying Europe et à Perrine sur les indicateurs de valeur. Et pour rebondir sur ce que disait Hélène, sur l'exemple que vous avez à propos du réemploi des matériaux de construction, c'est un sujet précis, mais c'est bien le sujet, c'est-à-dire que le cadre, il doit être posé par la puissance publique. Et cette transformation ne se fera que si effectivement il y a des acteurs comme nous qui agissons. Les entreprises, certaines peuvent agir par elles-mêmes ou elles agissent si elles ont une obligation de la puissance publique. Bien évidemment, l'État et les collectivités publiques ont un rôle fondamental à jouer et elles ne le jouent pas assez. C'est bien le problème et on le voit. Mais sur les questions du réemploi, je ne rentre pas dans les détails, mais on pourrait vous faire 22 000 illustrations de ça, et notamment pour la question de la place de l'ESS dans les filières de réemploi où l'État ne joue pas son rôle et on est sans arrêt obligé de le rappeler à ses obligations. Et en ce qui concerne les remarques de Vincent, oui, comment rendre la transition plus désirable, plus fragile, c'est l'enjeu, c'est-à-dire comment faire, encore une fois, ce que je disais en intro, une vision qui soit une vision positive et non pas simplement une vision de peur. Et on sait que la peur amène à des choses qu'on voit aujourd'hui et qui ne sont pas souhaitables du tout. Et sur la place centrale de la terre et de la relation à la ressource et aux matériaux, c'est intéressant parce que ce qu'on voit chez Emmaüs, bon là avec Terre qui intègre Emmaüs, c'est super. Et puis avec tout le développement des projets agricoles et maraîchers, cette relation à la terre, elle n'existait pas avant peu, et les activités se développent. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je trouve que ça va tout à fait dans ce sens-là. Alors donc, juste pour terminer, puis après, il faut vraiment qu'on close. Élise, sur le lobbying, que l'on close la maison. Il faut que l'on close la maison. Sur le lobbying, il y a du lobbying. Surtout dans l'agriculture. Je vais être assez rapide parce que je n'ai pas la solution. Effectivement, et spécifiquement dans l'agriculture, nous on travaille sur beaucoup de sujets, on se bat contre beaucoup de lobbies. Je parlais du secteur bancaire, c'est pas les plus tranquillous. Mais vraiment, l'agriculture, c'est un des secteurs sur lesquels les intérêts privés sont les plus catastrophiques. Juste pour remettre 2-3 chiffres en tête, dans le monde, il y a 4 entreprises de distribution qui font circuler 70% des flux de matières alimentaires. Donc on a vraiment une concentration énorme, que ce soit des terres, que ce soit dans les circuits agricoles et alimentaires. Donc concentration énorme d'acteurs qui ont beaucoup de pouvoir égale lobbying très difficile. La stratégie Farm to Fork, c'est effectivement un cheval de Troie de lobbyistes pour défoncer en fait toutes les stratégies agroécologiques qui commençaient à monter un petit peu dans le débat public. Le prétexte de la guerre en Ukraine est utilisé pour faire croire qu'il faut produire plus, alors qu'en fait le problème c'est un accès à l'alimentation. On produit assez dans le monde pour nourrir tout le monde. Le problème c'est la hausse des prix et la spéculation et l'accès. Donc il y a effectivement dans ce domaine-là un très très fort problème de lobbying, et du coup qui renvoie plus globalement à quels sont les pouvoirs et les contre-pouvoirs qu'on peut mettre en œuvre, comment est-ce qu'on dialogue avec la puissance publique, effectivement comment on met des cadres réglementaires qui sont protecteurs pour tous et toutes, et quand je dis tous et toutes, ça veut dire le vivant en général, effectivement, la nature, les animaux non humains, etc., et qui nous permettent de nous développer et de développer dans un modèle qui respecte le plafond environnemental et le plancher social pour qu'on vive tous et toutes bien. Merci Élise. Et Perrine, pour terminer, donc sur la question des indicateurs dans l'entreprise qui soient non financiers. En fait, il y a des indicateurs qui commencent à être développés avec les différentes stratégies. Enfin, dès qu'il y a une stratégie de raison d'être ou RSE, donc en gros, quel que soit si c'est très sérieux ou pas très sérieux, il y a des indicateurs. Ensuite, il y a un deuxième combat à avoir, c'est est-ce que ces indicateurs, la décision se base vraiment dessus pour savoir ensuite comment on pilote l'entreprise. Et
et voire même, pour que ça puisse vraiment percoler, c'est comment on se base sur ces indicateurs non financiers pour récompenser la performance, parce que c'est comme ça que ça marche dans le milieu économique, des équipes ou des personnes, en disant tu auras ta promotion si en fait tu étais le meilleur management du monde et qu'on a fait moins 90% de consommation de papier et pour le moment. Donc voilà, c'est encore une fois, chaque entreprise est à différents stades, mais tout est à inventer pour que ça puisse vraiment... la question que je me pose sur les indicateurs, c'est chez Emmaüs, on n'a pas attendu les indicateurs pour raisonner autrement, donc est-ce qu'il ne faut pas aussi juste switcher et avoir les grands ordres de grandeur en tête et arrêter de passer une énergie folle à faire des indicateurs dont on n'a même pas le temps de récolter la matière, quoi. Très bien. Fatima, tu me faisais des gros yeux, c'est ça? Tu voulais juste dire un mot? Mais alors vraiment un demi-mot, parce que là on est... Alors en plus vous lui donnez un micro qui ne marche pas. Censure. Tu l'allumes, Fatima. SOS, Sam. Alors, juste, il y a 2 termes que je n'ai pas entendus. Alors, je suis pénible, hein, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de bifurcation, parce qu'on parle beaucoup de transition, et si on estime qu'aujourd'hui c'est chaud, c'est l'urgence, est-ce qu'il n'est pas temps, sans paraître des anarchistes décroissants, juste utiliser ces termes-là? Et il y a un autre terme, c'est sobriété, et je dirais sobriété heureuse même. Est-ce que ça ne peut pas être aussi un projet finalement? Et je pense que le mouvement est vraiment capable de prendre ça à bras-le-corps. Oui, bien sûr, mais la question de la sobriété, du modèle de sobriété, j'allais dire, pour nous, il était quasiment évident. C'est-à-dire que nous prenons un modèle de sobriété et un modèle non productiviste. Mais on aurait peut-être pu, effectivement, ce sera pour la table ronde de l'année prochaine, pour une sobriété heureuse à la Emmaüs. Alors, merci à tous les intervenants d'avoir résisté aux 40 degrés.